Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue à l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place. La démission du Premier ministre italien en juillet dernier a déclenché des élections législatives anticipées en Italie. Alors que l'Italie accueillera sa première femme Premier ministre de l'histoire, la coalition réunissant la droite et l'extrême droite pourrait-elle sortir l'économie italienne du marasme? Et les partis populistes vont-ils changer l'équilibre des pouvoirs au niveau européen? Nous vous invitons à participer à nos débats en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi monsieur Wu Zexin et Zhang Shanhui, commentateurs de CGTN. Bonjour. Bonjour. En Italie, la coalition de droite a revendiqué la victoire lors d'élections générales anticipées après l'effondrement du gouvernement d'unité élargi de Mario Draghi. Le parti d'extrême droite des Frères d'Italie a accueilli plus d'un quart des voix et sa chef Giorgia Meloni devrait devenir première ministre. Signalant un changement sismique de genre et de politique, Giorgia Meloni devrait devenir la toute première femme à diriger le gouvernement en Italie. Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à gouverner ce pays, nous le ferons pour tous les Italiens dans le but de valoriser ce qui nous unit plutôt que ce qui les divise. Comme prévu, la coalition de droite a obtenu la majorité dans les deux chambres du Parlement. Les Frères d'Italie ont obtenu 26% du vote global, éclipsant ses alliés peu performants. La Ligue de Matteo Salvini n'a reçu que 8% des voix, tout comme Forza Italia de Silvio Berlusconi. De l'autre côté, un résultat désastreux pour le Parti démocrate qui n'a obtenu que 19% des suffrages. Aujourd'hui est un jour triste pour l'Italie et pour l'Europe. Des jours difficiles nous attendent. Le mouvement des 5 étoiles arrive en troisième position avec 15% des votes. Tout le monde voulait nous faire sortir du Parlement, tout le monde disait que nous tombions. Le retour est vraiment remarquable, nous sommes la troisième force politique. Les élections générales anticipées font suite à l'effondrement de la large coalition gouvernementale de Mario Draghi en juillet. Reflétant la frustration des Italiens face à l'instabilité politique du pays, il s'agit du taux de participation électorale le plus bas jamais enregistré, à seulement 64%. Les détracteurs de la coalition de droite affirment que le changement de politique dramatique pourrait compromettre la position de l'Italie au sein de l'Union européenne et sa position sur l'Ukraine. Alors que Meloni a toujours soutenu l'Ukraine et l'OTAN, ses alliés ont été critiqués pour leurs liens étroits avec la Russie. Mais les experts politiques prédisent qu'au moins au début, Meloni essaiera d'éviter un affrontement avec l'Europe. Comme elle a montré pendant la campagne électorale, elle a changé de ton, elle essaie de mettre son parti dans une position plus conservatrice. Le nouveau gouvernement héritera d'une série de défis économiques, des coûts énergétiques exorbitants, une inflation en hausse, une dette publique record et la part de 200 milliards d'euros de l'Italie dans le fonds de relance Covid de l'Union européenne. Le président Sergio Mattarella devrait nommer officiellement la personne qui dirigera le gouvernement du pays d'ici à la mi-octobre. L'Italie accueillera sa première femme Premier ministre de l'histoire et l'Italie inaugurera également un gouvernement de coalition de droite à 100% pour la première fois depuis 2011. Monsieur Wu, qu'est-ce que le résultat des élections remportées par Fratelli d'Italia signifie pour l'Italie aujourd'hui? Je pense que pour l'instant c'est l'incertitude. On va voir. On va voir surtout si la coalition de droite trouvera la remède miraculeuse pour sortir l'Italie justement de la situation difficile sur le plan économique et social. Vous savez, l'Italie souffre depuis 20 ans des difficultés économiques. L'Italie, c'est le deuxième pays le plus endetté en Europe, après la Grèce. On a beaucoup parlé des dettes européennes. L'Italie, vous savez, c'est le deuxième pays le plus endetté. Alors, les dettes publiques en Italie représentent 150% du PIB du pays. Vous voyez, Et puis l'inflation, au mois d'août, c'est 8,5%. Donc tout ça signifie quoi? Signifie le manque de moyens financiers pour le gouvernement, pour intervenir dans le secteur social. Ça signifie aussi la baisse du pouvoir d'achat, la baisse du niveau de vie donc. Et puis il y a en plus cette pandémie. L'Italie, c'est l'un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie. Tout ça contribue
aux difficultés que traverse aujourd'hui l'Italie. Bon, est-ce que la coalition de droite pourra trouver justement des solutions? Est-ce qu'ils auront la baguette magique, comme on dit, pour changer la situation économique et sociale en Italie? On va voir, parce que ce ne sont pas les tentatives qui manquent. Dans beaucoup de pays, soit la gauche, soit la droite, soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, ont essayé, ont tenté tous les moyens possibles. Mais les résultats ne sont pas toujours convaincants. Donc ce que la coalition de droite en Italie va faire, nous allons voir. Est-ce que ça va réussir? Et Charles, pensez-vous, pourquoi cette fois c'est la coalition de droite a gagné la majorité? La coalition de la droite est cette fois-ci représentée donc par cette femme de 45 ans. À 45 ans, elle est devenue la première femme à accéder à cette fonction, qui est la présidente du Conseil des ministres. Et en effet, aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance qui est dirigée vers la droite aujourd'hui en Italie, et aujourd'hui c'est aussi un cas en Europe. La plupart du temps, on la compare comme en France à Marion Maréchal Le Pen. Aussi, des médias décryptent aussi ses relations très proches avec Donald Trump, avec Bannon. Donc, on voit qu'elle est prête à emmener l'Italie sur une voie plus à droite, que ce soit sur le plan économique ou social, pour encore une fois de renforcer cette position de l'Italie en Europe, que ce soit un pays indépendantiste et un pays qui se referme en lui-même pour se protéger peut-être son économie. Et en plus, elle se présente comme une femme, une mère, une chrétienne. Elle défend une vision sociale, nationale et populaire. Donc en effet, on voit qu'aujourd'hui, peut-être avec elle, l'Italie va se refermer sur elle comme un pays qui veut opter une mesure indépendantiste, qui veut se disassocier peut-être des grandes politiques de l'Union européenne, et qui veulent avoir sa propre voix aujourd'hui dans l'Union européenne. Et sur le plan économique, elle est très claire là-dessus, comme M. Wu a dit qu'aujourd'hui, non seulement l'Italie, mais toute l'Europe se trouve emparée dans deux risques majeurs, l'inflation et la crise de la dette. Donc cette fois, le nouveau gouvernement italien poursuivra ses politiques on va dire protectionnistes au nom des intérêts nationaux. Rappelons que la politique de Fratelli d'Italia est défendre l'Italie d'abord. Donc Madame Meloni s'oppose à l'immigration clandestine, s'en tient surtout à l'euroscepticisme et remet en question le mécanisme européen. Et Monsieur Wu, comment les autres pays européens ont-ils réagi là-dessus? Bon, c'est clair. D'abord, la présidente de la Commission européenne est très défavorable au résultat de l'élection législative de l'Italie. Elle a dit ceci, l'Italie aura de graves conséquences après cette élection. Et elle a même lancé une sorte de menace en disant l'Union européenne dispose des outils pour faire face à cela. C'est considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'Italie, et ça a provoqué évidemment des réactions plus ou moins hostiles à ces propos. Alors ça, c'est au niveau de l'Union européenne. Et puis la France, par exemple, c'est l'un des principaux pays de l'Union européenne. Le Premier ministre français n'a pas dit beaucoup de choses, mais la réaction est plutôt méfiante. Elle a dit la France va suivre ce que l'Italie fera en matière des droits de l'homme et des droits d'avortement. Bon, alors ce sont des mesures qui ont été promises lors de l'élection en Italie par la droite. Bon, mais l'opinion générale en France juge de façon plus claire que les relations entre la France et l'Italie pourraient être difficiles. L'avenir s'assombrit. Bon, donc ce n'est pas du tout optimiste. Et puis l'Espagne, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne a dit aussi que aujourd'hui on connaît une période d'incertitude
le populisme prend la force, ce qui n'est pas favorable, ce qui pourrait conduire aux résultats, aux conséquences catastrophiques. Donc vous voyez, certains pays voisins sont très méfiants. Bon, mais par contre, des partis politiques de droite des autres pays accueillent évidemment, comme vous pouvez imaginer, favorablement à cette élection. En gros, c'est ça. Et on a compris que ce ne sera pas un soulagement pour les autres gouvernements européens, mais est-ce que c'est une nouvelle choquante pour eux? Est-ce qu'ils portent des espoirs sur ce nouveau gouvernement? Les espoirs sur le nouveau gouvernement, aujourd'hui, surtout il faut dire qu'avec la montée de cette dame, aujourd'hui on voit qu'elle porte cette vision eurosceptique. Est-ce que l'Italie va continuer à coopérer avec de l'Union européenne? Et surtout en parlant par exemple de ce problème qu'elle a beaucoup critiqué, elle a fustigé la France sur l'accueil des afflux des migrants, par exemple, sur ce point-là, puisqu'elle est défavorable à l'accueil des migrants, surtout des migrants par exemple venant de la Tunisie, venant d'Afrique. Et donc pour elle, elle souhaite que l'Italie se referme sur elle-même. Et donc elle pensait que la France elle est responsable de l'afflux des migrants. Et elle dénonce également, par exemple, l'existence du franc CFA, qui est le monnaie qu'elle qualifie de coloniale. Donc elle a sa propre vision sur l'Europe, elle a sa propre vision aussi sur le droit de l'homme, elle a sa propre vision sur tous différents sujets sociaux, ainsi aussi pour l'économie. Par exemple, elle a essayé de plus qu'elle puisse intervenir plus dans cet interventionnisme d'État dans l'économie de l'Italie, peut-être avoir une main plus forte dans l'économie de l'Italie pour faire améliorer la situation. Et elle a également souhaité de mettre fin à la revenue des citoyens, des citoyennetés, et en effet elle prône aussi la croissance de l'emploi, la création de l'emploi et la création de logements sur place. Donc on dirait que maintenant, si on pense tout le temps que l'Union européenne, c'est un marché libre, c'est un marché qui est aussi un marché de supra-institutions, avec l'établissement de l'Union européenne, qui se veut comme en Europe démocrate, en Europe qui est en libre échange. Peut-être avec l'arrivée de Mélanie, aujourd'hui l'Europe va peut-être voir que chaque pays va continuer à se refermer sur eux-mêmes et que chaque pays a plus de décisions, a plus de voix, a plus de poids à se prononcer sur ses propres politiques économiques intérieures du pays. Donc je pense que ça va être un défi dans le futur, que ce soit pour Ursula von der Leyen ou pour l'Union européenne, en effet, de prendre une décision, c'est-à-dire de l'échelle de l'Union européenne, de l'échelle de cette organisation supranationale. À quel degré chaque pays va continuer à y investir et exécuter ces politiques? Ça reste un grand problème dans le futur. À partir du moment où tous les pays d'Europe se divergent plutôt vers la droite dans le futur. Donc vous avez expliqué, en fait, elle va pousser une économie patriotique au détriment de la ligne de l'UE. Et Monsieur Wu, pourtant, Madame Meloni a déclaré que l'Italie ne quitterait pas l'UE. Mais certaines mesures collectives devraient être prises, non pas pour construire un super État, mais pour sauver l'État-nation. Comment faut-il comprendre ces paroles? Bon, je crois que c'est une explication de la politique de droite qu'elle a défendue. Bon, c'est pour dire aux gens que nous ne cherchons pas des privilèges. Super-État, c'est-à-dire un État au-dessus des autres. Bon, ils disent non, nous ne cherchons pas des privilèges. L'Italie ne va pas être au-dessus des autres. Mais un État-nation. L'État-nation, c'est une notion des pays modernes, c'est-à-dire un pays basé surtout sur les gens nation qui en priorité, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, elle veut insister sur le fait que sa politique consiste à défendre davantage les intérêts propres à l'Italie, au lieu de s'occuper toujours de l'aspect général de l'Union européenne. L'Italie, c'est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Donc, normalement, c'est l'esprit de l'Union qui doit prévaloir. Alors, c'est pour cette raison que les 6 pays fondateurs au début, l'Italie, la France, l'Allemagne et puis les 3 pays de Benelux, ont décidé de créer cette
communauté économique européenne. Au début, c'était ça, et puis ça s'est élargi, c'est devenu l'Union européenne. Bon, mais si on insiste sur les intérêts nationaux, alors ça va évidemment à l'encontre de l'esprit de l'Union. Exactement, comme vous dites que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie italienne en écoutant ces politiques, mais c'est quand même au détriment des intérêts de l'UE peut-être. Donc est-ce qu'il y aura ces politiques, est-ce qu'il y aura des impacts négatifs sur l'économie européenne, Xianghui? Pour l'instant, à partir du moment où l'Italie se referme sur elle-même, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour le déroulement, pour le développement de l'économie pour l'Italie. Et après, je voulais quand même qu'on revienne quand on voit les différents niveaux de développement, que ce soit pour l'Italie, que ce soit pour la France, de temps en temps, on a l'impression que les politiques économiques de l'ensemble de l'Union européenne, en effet, ça concerne tous les pays de l'Union européenne. Et que le fait que l'Italie soit aujourd'hui se referme un peu sur elle-même, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour dans l'ensemble, dans le développement sur une période de 5 ans ou 10 ans pour l'Union européenne, à partir du moment où l'Italie prend ces mesures indépendamment et aussi indépendamment sur ses relations diplomatiques avec d'autres pays, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour l'intérêt à long terme de l'Union européenne. Donc vous voulez dire que là, tout de suite, un pays a eu des améliorations au niveau économique ou social, donc c'est aussi une bonne chose pour l'Europe ensemble, oui. Puisque c'est un pays important qui prend du poids économiquement et socialement. Oui, peut-être pour une période. Mais après, par exemple, à partir du moment où il faut concrétiser des politiques à l'échelle de l'Union européenne, à partir du moment où c'est l'Union européenne, des questions et qui sont mises en question, oui, bah, effectivement, ça va prendre plus de temps pour débattre, pour mettre en place et pour que ça soit exécuté en Italie, dans chaque pays. Mais on s'inquiète quand même. Est-ce que particulièrement sur la coopération économique entre les pays européens, est-ce qu'il y aura des impacts négatifs? Justement, c'est là le problème. Voilà. Le scénario que Xianghui vient d'évoquer, c'est que l'Italie réussit dans son pari en recourant plus au protectionnisme pour développer l'économie. Si ça réussit, évidemment, ce serait quelque chose de positif pour tout le monde. Mais justement, ça fait des années qu'il y a un débat concernant la nécessité d'abandonner justement le protectionnisme, l'isolationnisme. Aujourd'hui, la tendance dominante dans ce monde, c'est la mondialisation, c'est la coopération. Est-ce que le protectionnisme, justement, va produire des effets positifs pour l'Italie? On n'est pas sûr. Peut-être à court terme. À court terme, ça va donner quelque chose de visible pour les Italiens, mais à long terme, je ne crois pas, parce que l'idée du départ, encore une fois, de créer l'Union européenne, c'est de créer la synergie avec la participation de tous les États pour produire plus de choses, pour mieux partager la richesse qu'on crée ensemble. Donc 1 plus 1 égale plus 2. Voilà, 1 plus 1 égale 10 par exemple. Là, c'est la perspective recherchée par tous les pays membres de l'Union européenne. Donc, est-ce que c'est une bonne solution de se barricader chacun derrière son mur? Ce sera l'éclatement de l'Union européenne. Eh bien, le résultat ne serait pas convaincant. En tout cas, ce sera un grand défi à relever pour tous les pays européens. Après, je pense qu'il faut aussi essayer, parce que l'Italie a toujours été qualifiée par les Français, par les Européens, comme un endroit où on teste des politiques. On teste de différents genres de politiques, que ce soit de gauche ou de droite, où on voit comme un laboratoire de différents politiques, là où ils se croisent, et ça produit les effets. À partir du moment, si c'est le peuple italien qui ont choisi, ça veut dire peut-être d'une certaine manière, ces idées de l'eurosceptisme, ces idées de se refermer sur eux-mêmes, c'est aussi une politique qui est préférable aujourd'hui, qui correspond au développement de l'Italie dans son économie aujourd'hui. Donc voyons voir, attendons voir si ça produit de l'effet et à partir de quel moment ces mesures seront mises en exécution dans le pays et quels fruits ça apportera pour ce pays d'ici dans une période de plusieurs années dans le futur.
Justement, on va parler des influences politiques de cette élection sur la politique niveau européen. Les décideurs politiques italiens tentent d'apaiser les inquiétudes économiques concernant le changement d'orientation politique du pays, assurant que, quelle que soit leur allégeance, une forte majorité élue dans un gouvernement démocratique est une bonne nouvelle pour les marchés internationaux. Et cependant, d'autres disent que la nouvelle coalition de droite pourrait entraver les droits humains et sociaux. Réaction internationale inquiète face au changement d'orientation politique de l'Italie, mais certains experts affirment que le nouveau gouvernement peut offrir la stabilité nécessaire pour relever les défis financiers du pays. Le fait que nous ayons maintenant un gouvernement politique et non technique est une bonne nouvelle. Nous n'avons pas pu gérer la crise énergétique et aider les familles en difficulté d'un point de vue technique. Comme prévu, le parti des frères d'Italie de Giorgia Meloni, aux côtés de ses alliés de droite Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, a obtenu la majorité dans les deux chambres du Parlement. Ils doivent maintenant se mettre au travail pour faire face aux coûts énergétiques exorbitants, à la hausse de l'inflation, à la dette publique record et à la part de 200 milliards d'euros de l'Italie dans les fonds européens mobilisés contre la Covid-19. Madame Meloni est à la tête de ce parti dont on dit qu'il s'est engagé à ne pas augmenter la dette publique et cela devrait être une très bonne nouvelle pour les marchés financiers. Des personnalités d'extrême droite en Europe ont été parmi les premières à féliciter Meloni. Cependant, d'autres voisins européens se sont dit préoccupés par les politiques sociales du nouveau gouvernement. La première ministre française a déclaré qu'elle surveillerait l'avortement et les droits de l'homme en Italie. Et la présidente de la Commission européenne a averti l'Italie des conséquences si elle s'écartait des principes démocratiques. Nous sommes très inquiets pour ce nouveau gouvernement, car pendant la campagne électorale, il a envoyé plusieurs messages contre les flux migratoires et contre le droit international visant les droits de l'homme. Meloni s'est toujours engagée à soutenir l'Ukraine, mais ses alliés de droite ont été critiqués pour leurs liens étroits avec la Russie. Matteo Salvini est contre les sanctions occidentales et Silvio Berlusconi dit que Vladimir Poutine a été poussé dans sa soi-disant opération spéciale. La première séance du Parlement aura lieu le 13 octobre lorsque les nouveaux chefs du Sénat et de la Chambre basse seront élus. Il y aura ensuite plusieurs consultations avec le président Sergio Mattarella avant qu'il ne nomme officiellement la personne qui dirigera le nouveau gouvernement. Alors que le nouveau gouvernement prend forme pour marquer une nouvelle ère dans la politique italienne, l'Europe et le reste du monde suivront la situation de près. Et donc on va parler du changement politique du paysage en Europe. C'est vrai qu'il y en a qui s'inquiètent, mais plusieurs partis populistes et d'extrême droite, tels que le Parti du droite et de la justice de Pologne, le Parti de la voix espagnole et des démocrates suédois, ont acclamé la victoire de Madame Meloni. Monsieur Su, est-ce que le paysage politique en Europe a-t-il été agité ? Ça fait des années qu'on constate ce genre de phénomène, c'est-à-dire la montée... Il y a vraiment une tendance. Voilà, la montée des forces politiques de droite. Voilà. Je crois que tout ça à cause de la morosité économique. Quand vous avez des difficultés économiques qui entraînent justement des problèmes sociaux, évidemment, dans ce cas, les idées extrêmes, les idées radicales, commence à prendre place. C'est dans ce contexte politique que l'Europe connaît dans plusieurs pays ce genre de phénomène où la droite prend de plus en plus d'importance. Est-ce que ça va continuer? Je crois que ça dépend. Si on arrive à améliorer la situation, si on arrive à s'en sortir, eh bien, ce serait peut-être un autre phénomène qui pourrait surgir. Mais si on persiste, si l'Europe persiste dans les difficultés, ce qui est évidemment une hypothèse tout à fait plausible, parce qu'aujourd'hui, l'Europe connaît des difficultés avec la crise ukrainienne, surtout avec l'inflation due au manque d'approvisionnement des produits énergétiques, mais aussi à cause des difficultés en approvisionnement pour certains pays de l'alimentation, etc. Donc ce phénomène de montée en puissance de droite, c'est vrai que c'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui mérite
d'être suivis. Je suis d'accord, et comme ce que M. Wu a pointé tout à l'heure sur le lien entre l'économie et aussi les courants politiques dans une région ou sur un continent ou pour un pays. Mais après, il faut dire que même si on a constaté aujourd'hui une montée de droite ou de l'extrême droite aujourd'hui surtout très populaire en Europe, c'est d'une certaine manière effectivement lié à un problème économique, de l'inflation, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises de l'énergie aujourd'hui en Europe, mais il faut quand même dire qu'il faudrait qu'elle, dans le futur, dans un très proche futur, de faire l'équilibre de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait et de ce qu'elle prône et de ce que l'Europe prône, puisque de son côté, elle a aussi cette obligation de faire débloquer une somme d'argent auprès de l'Union européenne, donc de Bruxelles, une somme d'argent pour sauver l'économie de l'Europe. Donc il faudrait qu'elle s'ajuste justement ses politiques avec les nouveaux budgets qui seront bientôt annoncés pour l'année 2023 de l'Europe, les projets pour sauver, pour relancer le marché européen dans son ensemble pour l'année 2023. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Elle vient d'arriver sur la scène, elle vient d'arriver devant son bureau, mais devant elle, elle a beaucoup de pain sur la planche, comme on dit en français. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir, à réajuster, à la fois pour les politiques macroéconomiques dans son pays, aussi ses relations avec l'Union européenne, parce que l'Italie ne peut pas vivre tout seul. L'Italie est fortement, sur son économie, fortement dépendante de l'Europe. Mais aujourd'hui, avec le contexte sanitaire et la crise russo-ukrainienne, on sent l'importance de l'unité européenne. Mais est-ce que cette élection va porter un nouveau coup à l'unité européenne ? Quel est votre avis là-dessus ? Je pense que c'est certainement quelque chose qui aura un impact sur la conception de l'Union européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée de départ, c'est que chaque pays membre concède une partie de leur souveraineté, pour travailler ensemble. Par exemple, la libre circulation des capitaux, la libre circulation de la main-d'œuvre et la libre circulation des marchandises. Ce sont des mesures principales, fondamentales pour faire fonctionner l'Union européenne. Pour pouvoir créer plus de richesses avec le libre-échange et tout. Mais justement, si chacun commence à recourir au protectionnisme, ça va, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va à l'encontre de l'idée du départ de la conception de l'Union européenne. Donc, si plus de pays se tournent vers la droite, recourant au protectionnisme, à l'isolationnisme, eh bien, évidemment, il y aura un impact négatif pour la conception de l'Union européenne. On ne sait pas encore à quel point le nouveau gouvernement italien pourra-t-il infléchir la politique et l'économie au niveau européen, mais une chose est sûre, c'est que les partis populistes font leur retour et reste à savoir de quoi ils sont capables. Merci Monsieur Wu, merci Chen-Hui pour votre partage, et c'est la fin de cette émission et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'Essentiel.